mépris, tout ça, ce sont des concepts absolument démocratiques que tout le monde peut utiliser contre les autres. Et donc, si nous devenons tous violents, méprisants, barbares, tribalistes, discriminatoires, qui sera le gagnant dans cette histoire? Nous allons tous, justement, tomber dans la crevasse. Alors, pour ceux qui veulent construire le pays, peut-être pour nous qui avons une vision autre, ayant vu les pays industrialisés, on se dit ce serait bien quand même si nos pays ressemblaient à ça, comme ça nous n'aurions plus à voyager, nous n'aurions plus à quitter nos pays pour aller en Occident, et nous serions contents d'être voilà, aussi à la maison, sans subir la haine des autres, parce que nous aurons bâti une nation qui est agréable à voir et où il fait bon vivre. Donc c'est en fait de cela qu'il s'agit, c'est en fait de cela qu'il devrait s'agir, c'est à cela que nous devrions occuper notre temps. Malheureusement, les tétanos, les virus, les abcès, les gangrènes, comme j'aime à les appeler, sont venus diffuser totalement le chemin qu'on avait à prendre, et dont on a à la place d'un chemin droit, on a plusieurs branches où on ne sait plus vraiment où aller. C'est ce qu'on appelle la distraction. Et comme on est sur le volet du tribalisme, on est totalement dans la distraction tribale, la diversion tribale, le repris identitaire au profit de quelques-uns. Mais alors, c'est quoi le tribalisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Comme j'ai dit, je vais commencer à dire ce que le tribalisme n'est pas, parce que ça me permet, enfin pour moi, c'est un angle de vue qui permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. Le tribalisme n'est pas quoi? Le tribalisme n'est pas le fait d'être fier d'être Ewondo, le fait d'être fier d'être Bassa, le fait d'être fier d'être Mundankirdi ou Peul, non, ce n'est pas ça le tribalisme. Si je suis Ewondo, oui, c'est normal, je suis Ewondo, j'en suis fier. Si je suis Banen, oui, c'est une très bonne chose, j'en suis fier, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon essence, ça fait partie, voilà, de mon cadre familial. Mes parents l'étaient peut-être, voilà, mes parents le sont peut-être, je le suis dans le cadre familial, et d'une certaine façon, je peux même avoir une tribu d'adoption, j'ai peut-être grandi, je sais pas, chez les Fulbé, et donc du coup je suis, voilà, Fulbé dans l'âme, Fulbé dans la conscience, Fulbé dans la façon de réfléchir, Fulbé dans la façon d'appréhender la vie, Fulbé dans les pratiques culturelles, Fulbé dans mon quotidien. Donc ça, c'est une bonne chose. En fait, c'est un gage de diversité, c'est un gage d'identité, c'est une façon de dire nous sommes une mosaïque au Cameroun, nous représentons beaucoup de choses, parmi lesquelles les Fulbé, et comme je suis Fulbé, j'ai le devoir, j'ai le droit, mais surtout même le devoir de faire prévaloir, de promouvoir la culture Fulbé partout où je suis, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Je peux être à Yaoundé et je dis aux Ewondo de Yaoundé, et regardez, chez nous, chez les Fulbé, dans le septentrion, voici par exemple comment on mange à midi, voici comment on... Et ça fait que certains Camerounais mutuellement découvrent les grandes richesses de leur pays. Les problèmes que nous avons dans notre patrie, c'est que les Camerounais, moi par exemple, je connais bien mieux l'Allemagne ou la France que mon propre pays, le Cameroun, parce que du point de vue des infrastructures, déjà nous ne voyageons pas beaucoup, et du point de vue des échanges culturels, les échanges culturels en pâtissent justement. C'est seulement quand on est dans des villes cosmopolites, hétérogènes comme Yaoundé et Douala, qu'on fait la rencontre avec cette mixture, dans les grandes villes du moins, et que voilà, on sent que oui, on a une petite idée de ce que sont les autres tribus. Mais si j'ai grandi, je sais pas, si j'ai grandi dans une petite localité, quelque part derrière Cotin, peut-être que les seuls que je connais là-bas, ce sont les Etones, et du coup, bon, je n'ai pas eu beaucoup d'interaction avec les autres. Il y avait peut-être le Topori qui vivait en face, il y avait le Sénégalais qui venait de temps en temps, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas vraiment eu la mixture qu'il faudrait pour que je comprenne, pour que je vive dans mon quotidien la multiplicité d'ethnies, le melting pot qu'est mon pays, et que je profite de sa fameuse diversité. Donc, c'est une bonne chose de prime abord, cette tribalité-là, voilà, cette acceptation du fait qu'on est d'une essence particulière dans un pays qui a plusieurs essences. Il y a les Bassa, les Boulou, les Mondans, les Topori, les Peuls, dont je suis l'un d'eux, et c'est une excellente chose. Je le vends, je le promeux en interne, et encore mieux en externe. J'éprouve toujours beaucoup de plaisir quand je suis devant les Européens et que je leur dis attention, vous avez l'habitude de demander est-ce qu'au Cameroun, enfin c'est quoi le Cameroun, est-ce que bon c'est quoi comme pays, est-ce que c'est une île, est-ce que c'est un lopin de terre? Moi j'éprouve du plaisir à leur dire non seulement chers Allemands, mon pays en termes de superficie est plus grand que le vôtre, mais en termes de langue et de culture, on a certainement plus de langue et de culture que toute l'Union européenne réunie, peut-être même en incluant les pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Donc cette approche-là, elle est très bien, cette façon de voir la vie, elle est une très bonne chose à mon sens, parce qu'elle montre que voilà, on vient de quelque part, on vient toujours de quelque part, et donc
On est fier de ce quelque part là d'où on vient, ça apporte une richesse, ça apporte un partage, ça alimente les conversations, c'est bien, n'ayez jamais honte de le dire. Je suis Bamileke, génial, je suis Bamileke et fier de l'être, oui, je suis Bamoun et fier de l'être, je suis Douala et fier de l'être, je suis Ewondo, Eton, Mangisa et fier de l'être. Tant que c'est bon, le fait d'assumer son identité, le fait d'assumer son essence et le fait de le partager dans un esprit de fraternité, c'est même la chose à faire, c'est même le remède anti-discrimination. Chacun découvre que, ah, j'ai vu par exemple que les Peuls savent très bien tisser, mais c'est excellent, j'aimerais bien, chaque fois que j'ai un truc à tisser, plutôt que d'acheter chez, je sais pas, Gucci ou Chanel, ou dans quelques marques de luxe que ce soit, je vais plutôt aller voir mon ami Peul. Et comme ça, on se partage les bonnes habitudes et on supporte nos mauvaises habitudes parce que les bonnes habitudes dominent sur les mauvaises. Voilà comme ça que je conçois la vie. Voilà comme ça que je conçois l'ennemi, la tribu. Je ne me suis jamais senti plus proche, outre mesure, d'un frère du village prétendu que de quelqu'un qui vivrait dans le septentrion. Et nous allons voir tout à l'heure que c'est parfois d'ailleurs les fameux frères du village qui, pour manifester leurs différences et leur grosse ouverture envers d'autres personnes, c'est eux qui te disent ne te mélange pas avec ceux-là parce que eux ils sont différents. C'est l'esprit même d'un tribaliste de vous dire ne te mélange pas avec les tribalistes. Quelqu'un qui combat le tribalisme va plutôt vous dire ces gens-là sont tribalistes, montrons-leur qu'on est différents, acceptons-les comme ils sont, et ils seront très surpris de voir que nous ne faisons pas de distinction particulière entre nous et eux. C'est simplement s'ils nous disent on ne veut pas vous voir, allez-vous-en, on ne force pas l'amour. On va dire bon, ok, chacun reste dans son coin, sans animosité aucune, disons qu'on ne se gêne pas simplement par la présence les uns des autres. Mais voilà l'esprit que moi je cultive, c'est le meilleur des champs sociaux, c'est le seul champ que je cultive et que je vous exhorte à cultiver. Maintenant, il y a des volets dans cette fameuse tribalité-là, des comportements, comme j'ai dit, qui ne sont pas du tout tribalistes, mais qui sont discutables. Par exemple, il y a des familles qui vont vous dire, nous, par exemple, ici, nous ne voulons pas que tu épouses quelqu'un qui vient d'une autre tribu. On va dire, tout dépend de l'état d'esprit. La plupart du temps, je ne considère même pas ça comme du tribalisme. Tout dépend, comme j'ai dit, de l'état d'esprit. Il y a une sorte de jalousie culturelle, il y a une sorte de volonté de préservation des acquis ancestraux qui fait que certains parents vont se dire, bon, nous, les Bamoun, on a une très longue tradition avec tout ce que ça comporte. Et si, par exemple, bon, à outrance, il y a par exemple déjà un frère qui a épousé une Kirdi, il y a une autre qui a épousé un Topori, il y a une autre qui a épousé un Douala hier. Si la quatrième épouse encore quelqu'un d'ailleurs, qu'est-ce qui va, enfin, comment va-t-on garantir la pérennisation de la culture? Est-ce que notre culture ne va pas fondre au mépris, enfin, au profit d'une autre culture? Donc, on va essayer dans une logique conservatrice de s'arranger à ce que les nôtres épousent prioritairement les nôtres. Comme j'ai dit, c'est discutable parce que c'est compliqué de faire comprendre à un couple qui s'aime que non, vous ne pouvez pas être ensemble parce que les parents ou alors la famille veut que tu te mettes plutôt avec quelqu'un. Là, c'est discutable et c'est clair que dans ces cas précis-là, il faut trouver un compromis, il faut quelque chose qui arrange tout le monde. Il ne faut pas qu'on dise que bon, on se fiche pas mal des principaux acteurs pour l'amour de la tradition et l'amour des acquis, de la préservation des acquis ancestraux. On va les séparer et faire comme s'ils étaient des robots qui ne ressentent rien. Là, c'est discutable, mais ce n'est pas encore du tribalisme, ce n'est pas toujours du moins du tribalisme. Parce que oui, il y a un autre volet où dans la famille, le parent, il va vous dire hors de question, ces bolos là, je ne les veux pas, ces étones là, je ne les veux pas, ces bassas là, je ne les veux pas, ces peuls là, je ne les veux pas, ces congolais là, je ne les veux pas, ces lingala, kikongo, badundu, je ne les veux pas, parce que voilà, ils sont méchants, ils sont bêtes, ils sont faux, ils sont laids, ils mangent mal, ils sont mal élevés, voilà ce genre de choses. Et c'est ça qui nous amène, ce type de comportement, c'est ce qui est en fait le tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est quoi? C'est le rejet systématique de l'autre sans justification aucune. On rejette d'abord et on justifie après. Et la plupart du temps, les justifications ne sont même pas fondées sur des bases logiques. Les justifications ne sont même pas fondées. On justifie parce qu'on n'aime pas tout simplement. Quand tu demandes, mais pourquoi la personne te dit, le père, la mère te dit, non, je ne veux pas un point, c'est tout. Ce n'est pas une façon de raisonner. Il faut d'humain à humain être capable. Si justement on estime que c'est bien de ne pas vouloir, il faut être capable de justifier pourquoi on ne veut pas. Ou du moins d'expliquer pourquoi
pourquoi on ne veut pas. Parce qu'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ce n'est pas à le convaincre. Il peut céder à contre-cœur, mais il n'est pas convaincu. Il peut garder cette rancœur-là pendant encore longtemps. Il faut justement parler. S'il y a ça que sert le verbe, s'il y a ça que sert la langue, s'il y a ça que sert la tête, il faut s'en servir pour des éclairages. Ça évite les malentendus a posteriori. Et donc, comme j'ai dit, voilà la définition du tribalisme. Je n'accepte pas l'autre et je ne lui trouve que des défauts pour justifier le fait que je lui suis supérieur, en tout cas pour justifier les affirmations selon lesquelles je lui serais supérieur, vu que je n'arrête pas de clamer c'est sur les toits, je n'arrête pas de le dire à qui veut l'entendre, nous les gens d'une dé, c'est noblesse, dignité, élégance, dont vous les, je ne sais pas, vous les gens de la Damawa, on ne vous aime pas, parce que vous n'êtes pas noble, vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas élégant, ou alors ceux de la Damawa qui disent que bon, vous les gens du sud, nous vraiment, on n'a rien à faire avec vous. Ça c'est très problématique, et c'est ça qui porte préjudice à une nation comme la nôtre, parce que à la fin, elle désavantage à la fin, elle ne fait pas que le pays profite de la diversité qui est la sienne, et dont plusieurs le jalousent. Beaucoup de pays, quand ils regardent comme nous sommes, beaucoup de pays, quand ils regardent l'Afrique, quand ils regardent le Cameroun, déjà la situation géographique en Afrique, quand ils regardent le contexte dans lequel nous évoluons, la diversité culturelle, la diversité religieuse et le fait que nous arrivons à progresser et à s'entendre malgré ces diversités-là, ils se disent « Waouh, j'aimerais bien savoir comment les Camerounais ont fait pour s'attendre comme ça. » Ce sont des acquis que nous devrions garder, ce sont des acquis que nous devons, ce sont des acquis que nous devrions ne jamais perdre. Malheureusement, on s'est retrouvé dans un contexte où on s'est laissé entraîner dans certaines choses par certaines personnes et ça a conduit à des résultats contre-productifs. Dans la logique de résolution de ces problèmes, de sortie de ces problématiques, il faut que nous apprenions à réfléchir et à comprendre qu'est-ce que nous différencie de l'autre et surtout à comprendre que les différences avec l'autre sont un élément de richesse, un atout de progrès, un atout d'évolution, un atout de publicité nationale, un atout touristique. La diversité sociale est un atout touristique. Fait que les gens puissent venir chez vous en disant « Les gars, je viens vers vous parce que j'ai vu qu'il y a, contrairement à chez nous, 200 groupes ethniques, j'avais jamais vu ça, donc je viens chez vous. » On avait eu un problème récemment de devises. Peut-être que chacun pourrait contribuer à la rentrée de devises, enfin on a encore ce problème, à la rentrée de devises en faisant la promotion de son pays auprès des autres, en disant voilà on a un pays formidable, on est. Ça va mener des gens à entrer justement dans le pays pour visiter et en entrant ils apporteront l'argent qu'ils dépenseront sur place et ça nous fera des devises. C'est comme ça qu'on va contribuer aussi chacun à renflouer les caisses de l'État, ne fût-ce qu'à micro-échelle, parce que voilà l'État c'est tout le monde. Donc c'est comme ça aussi que chacun peut donc contribuer d'une certaine façon par la promotion de la diversité ethnique à aux finances, à la macroéconomie, même si c'est à micro-échelle, à la macroéconomie de son pays. Pensez-y et sortez justement de ce tribalisme. La particularité avec le tribalisme, c'est le deuxième volet de ce que je voulais développer aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'existe pas vraiment, non. Et même si ça surprend, c'est le cas. Le tribalisme dans notre pays, le Cameroun, n'existe pas réellement. C'est pour ça que vous avez malgré tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que les gens ne s'entendent pas, ne peuvent pas se saquer, ne peuvent pas se supporter, mais vous n'avez pas encore entendu que voilà, les habitants ont refusé, il y a droit là de vivre les uns avec les autres parce que les ennemis sont défendus encore à Yaoundé ou à Bafoussam ou à Mayomasala ou à Ndikinemeki ou que sais-je encore. Les gens arrivent encore à aller prendre le sucre à crédit chez Moussa, à aller prendre le pain à crédit chez Aïssato, à aller manger chez Boba lors de la fête du mouton, à aller participer par curiosité, peut-être un ami qui a invité une cérémonie qui s'est passée après l'Ongondo et moi je suis allé, un Bamileke ou un Bolo ou un Tupuri, je suis allé à cette soirée de gala là pour y participer parce que mon ami m'y a appelé parce qu'il est mon ami, même s'il n'est pas de la même tribu, ce n'est pas le plus important. Bref, ce melting pot là, ce méli-mélo là, c'est une très bonne chose. Nous devons justement continuer à le cultiver. Ce qui est venu y apporter des problèmes à notre pays, c'est ce qu'on appelle le tribalisme d'État.
Ça veut dire, ceux qui sont chargés de réguler l'État, c'est enfin la deuxième partie de l'État, donc le gouvernement. Parce qu'une partie de l'État, c'est nous, la population. Cette deuxième partie de l'État-là qui est chargée de gouverner, qui est chargée de créer la cohésion sociale, en tout cas de manière régalienne, elle est venue nous apporter des choses pour ses intérêts personnels. Elle est venue nous apporter des choses que nous n'avions pas. Elle est venue nous dire, les Bamileke veulent la déstabilisation du Cameroun, les Bolo ou les Bamoun sont un problème pour la République, les Bassa veulent détruire la nation. Elle est venue nous mettre dans la tête des concepts que nous n'avions pas. Où on s'est mis à penser que quand on est Bamileke, soudain, on a le gène de la volonté de déstabilisation du Cameroun dans ses veines. Quand on est Mondan, quand on est tout pourri, on a dans l'ADN inscrit le code génétique de la destruction nationale, et que les seuls qui veulent préserver l'intégrité du pays sont comme par hasard les Bétis qui sont pour la plupart au pouvoir, en tout cas du moins dont le tenant principal, l'ennemi dont est issu le tenant principal du pouvoir actuel, du moins de manière officielle, M. Paul Biya. C'est eux les seuls bons, c'est-à-dire ils sont ceux qui veulent l'intégrité camerounaise, ils sont ceux qui veulent le bien du Cameroun, et on a mis la population dans un tel cocon où elle se retrouve dans l'incapacité de réaliser que sur les 37 dernières années, le pays court droit vers sa perdition. C'est un pays qui brûle. C'est un pays où tout brûle. La Sonara a brûlé, l'Emiad a brûlé, l'Assemblée nationale brûle, Kondengui brûle, le marché Congo brûle, Adoual. En fait, tout brûle. Les autoroutes ne sont pas achevés, les stades ne sont pas achevés, tous les sportifs ont des problèmes avec leur administration à cause des primes, les prisonniers sont maltraités, les gens sont torturés, l'eau ne fonctionne pas, l'électricité non plus, les accidents à répétition, le président est absent, des détournements de fonds sont devenus en quelque sorte la règle, la répression policière avec les libertés qui n'existent pas. Donc, un imbroglio absolu de mauvaises choses et des catombes qui nous arrivent et dont les architectes principaux sont ceux qui tiennent le pouvoir. Mais curieusement, ils ont créé une sorte de concept qui met dans la tête de la population que non, les méchants ce sont les autres. Ce sont ceux qui veulent déstabiliser le pays parce que nous, depuis 37 ans, nous avons tenu le pays tout droit. Nous avons conduit le pays vers le développement, vers l'émergence. Le Cameroun est devenu une grande puissance, une nation industrialisée. Et ces Bamileke-là, ces anglophones-là, ces autres-là, eux, ils viennent, ils veulent détruire le pays. Donc c'est ça le tribalisme d'État. On a mis justement dans la tête de la population ce que les dirigeants sont eux-mêmes. Et c'est l'une des stratégies, c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. Ça s'appelle le stratagème du gang de Malfra. Le stratagème du gang de Malfra, ça veut dire, moi, le Béti, je suis au pouvoir. Je prends, je sais pas, peut-être sur les postes à micro-échelle, les postes subsidiaires, je prends à 70% des gens de ma tribu, je les mets à ce poste-là, et sur les 30% restants, je crée une sorte de diversité. Au gouvernement, je procède un peu autrement, je prends 49% seulement de ma tribu, et toutes les autres tribus vont se partager les 51% restants, et ça crée encore une illusion, en tout cas une sorte de diversité, et donc je retourne quand même lorsqu'il y a un trouble vers mon ethnie d'origine et je dis aux gens de mon village, de ma tribu, de mon socle identitaire, regardez, ces Bamoun, ces Mbororo sont en train de venir mettre le pays à feu et à sang. S'ils prennent le pouvoir, vous n'aurez rien, donc ne laissez pas que le pouvoir nous échappe. Donc, que fait le gang de Malfra? Il arrive à faire croire aux gens de son village, en tout cas à la population, au Camerounais lambda, qu'il a le pouvoir. C'est lui le Camerounais lambda. En lui disant, si le Bamileke ou le Bamoun ou le Mondang prend le pouvoir, tu n'auras rien. Il fait en sorte que le fameux Camerounais lambda ne réalise même pas que déjà, il n'a rien, même avec son frère du village au pouvoir, il n'a rien du tout. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si, et c'est d'ailleurs la discussion qu'on avait déjà lors de l'avènement du problème anglophone, ce n'est pas comme si dans la partie francophone, on se portait mieux que dans la partie anglophone. Quand les gens étaient en train de dire... Quand les gens étaient en train de dire, je suis en train de, voilà, enfin vous soutenez, vous les anglophones, vous êtes en train de soutenir les ambazoniens, enfin vous les francophones, pardon, vous êtes en train de soutenir le gouvernement au lieu de soutenir les anglophones, vous êtes pire que les ambazoniens, vous vivez dans une zone de confort et vous ne compétissez pas avec le mal que les autres subissent. Non, en fait, il n'en est rien. Il n'y a pas cet élément illusoire d'une tribu favorisée par rapport à une autre. Absolument pas. C'est toutes
les entités étatiques, toutes les entités sociales qui sont marginalisées. Lorsque vous avez pris la route, je ne sais pas, qui partait d'un point A à un point B, vous vous êtes rendu compte que cette route-là n'était pas bitumée alors qu'elle était en zone anglophone. Lorsque les bus métalliques se sont effondrés sur l'axe Yaoundé-Douala, ce n'était pas dans la partie anglophone. Lorsque Ngannou Messi avait commandé pour 9 km d'autoroute 44 milliards, ce n'était pas en zone anglophone. En fait, nous subissons tous les mêmes sévices. Et c'est la même chose avec le tribalisme en lui-même dans le Cameroun entier, qu'on soit dans la partie francophone ou dans la partie anglophone. Ça veut dire les seules personnes qui profitent de ce système sont le fameux clergé politique du dessus, ce que j'appelle précisément le gang de malfrats. Et pour conserver ses intérêts, le gang de malfrats dit aux Camerounais d'en bas ne laisse pas l'autre prendre le pouvoir, sinon nous n'avons plus le pouvoir, sinon tu n'auras rien. Et le Camerounais lambda dans sa léthargie, parce qu'on lui a donné un petit bol de riz avec de la viande ou du poisson, et il se dit bon, ok, ça va, il a raison, sinon je n'aurai rien, sinon je n'aurai plus mon bol de riz avec le poisson ou la viande ou un petit whisky, je n'aurai plus mon bol de riz tous les 7 ans. Bon, il a un bol de riz qu'il a comme ça par 7 tenants, et il se dit ouais, ça me suffit, je peux être réduit à ça, c'est ça pour moi, avoir le pouvoir, avoir un bol de riz par 7 tenants. Donc, et cette stratégie-là fonctionne à 100%. Malheureusement, nous sommes justement englués dans une sorte de naïveté et à outrance. Nous avons développé une faiblesse d'esprit absolue qui conduit à ce que ça marche. Par préférence ethnique, le Camerounais oublie la préférence sur programme politique. Donc, parce que mon ami Ewondo Bolo, Mondang Topori Manguissa, je sais pas, m'a dit que le Bamileke, le Bamoun, le Peul aura le pouvoir à ma place et que je n'aurai rien, je préfère oublier le fait que quand j'ai regardé les programmes politiques des deux fameux acteurs, je me suis rendu compte que non, en fait, il était meilleur que celui de la fameuse personne en question. Mais bon, c'est mon frère du village, alors je vais le soutenir, lui. C'est l'hécatombe que nous vivons dans notre chère patrie, terre chérie. Et avec les esprits faibles, ça fonctionne. C'est donc ça les principaux objectifs que vise la fameuse stratégie du gang de malfrats. J'ai dit elle en vise deux principaux. La première, c'est détourner l'attention du bas peuple des principaux forfaits de cette administration-là elle-même. Vous l'avez vu avec le meeting de Bafoussam qui s'est tenu le 20 juillet 2019 au Cameroun, où la presse nous a révélé, la presse à charge, la presse à la solde du régime, nous a révélé le lendemain qu'il s'agissait en fait de montrer Yakamto que l'Ouest lui tourne le dos. Les Camerounais, donc ces gens-là ont estimé que le plus grand problème du Cameroun actuellement, c'est de montrer Yakamto que bon, l'Ouest se fout de lui. Bon, sauf que Kamto est en prison, vous l'empêchez de parler, vous ne lui donnez même pas de téléphone, il ne peut plus faire ses communiqués, il ne peut plus... En fait, il est presque coupé du monde. Comment voulez-vous même qu'il sache que l'Ouest lui a tourné le dos actuellement? Outre le fait que les principales problématiques du Cameroun posées sur la table ne vous ont pas tant préoccupé que ça. Donc, le lendemain du jour où on nous disait que le meeting était consacré à la cohésion nationale et à la consolidation de l'unité pour dire non aux extrémistes, notamment ceux de la diaspora, les extrémistes présumés de la brigade anti-sardinard qui veulent déstabiliser le Cameroun avec les Ambazoniens, avec les MRCistes et tout ce monde-là, différents des bonnes personnes, des bons Camerounais du régime et qui soutiennent le régime. Bon, le lendemain, nous a appris que non, il n'en était rien. On voulait juste montrer Yakamto que non, l'Ouest t'a tourné le dos. Et c'est ça le gang de malfrats. Il vous dit, vous êtes tribaliste, mais c'est lui en fait qui vous dit le lendemain qu'en fait l'Ouest vous a tourné le dos. Mais si l'Ouest a tourné le dos à Kamto, bah super, ça veut dire que les Bamileke ne suivent pas Maurice Kamto et dont les Bamileke ne sont pas des terroristes ou des tribalistes et dont l'Ouest n'a pas voté Maurice Kamto sur la base du fait que c'est quelqu'un de l'Ouest, mais ceux de l'Ouest qui ont voté Maurice Kamto, c'est parce que le programme politique les avait convaincus. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas de l'Ouest, comme les gens de Douala dans le littoral, en tout cas du moins eux, ceux-là pour ne citer que ceux-là, ils l'ont voté, ils ont voté pour lui en grand nombre, quand bien même on donnerait du crédit au résultat que la Cour constitutionnelle a livré.
Donc, il y a cette irrationalité, là vous voyez bien que ça ne tient pas debout. Tu es tribaliste aujourd'hui à 15h pile, mais à 15h02, l'Ouest t'a tourné le dos. Sauf qu'à 15h06, il y a encore un freigneux qu'on va envoyer à la télé et qui va dire non, ce monsieur est un tribaliste, lui, et toute la région dans laquelle, dont il est issu. Voilà. Donc, la stratégie de diversion des forfaits de ce gouvernement-là fonctionne de cette façon. Ces gens qui ont été incapables de vous donner la Coupe d'Afrique des Nations, ces gens qui ont été incapables de s'asseoir, il y a eu presque une dizaine de sessions parlementaires depuis et aucune n'a posé le problème anglophone sur la table ou alors donné le feu vert à la All Anglophone Conference qui doit se tenir. Le chief Mokete y avait martelé du bâton sur le sol dernièrement en disant que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne s'assoit pas sur les véritables problématiques? Il est temps de le faire, je m'en fous, je vous le dis. Et voilà, ils sont quand même passés dessus et ils ont estimé que la seule raison pour laquelle on peut se réunir en 2019, c'est de montrer à Kamto que non, l'Ouest lui a tourné les dos. Vous voyez, ils sont totalement hors sujet, totalement déconnectés de ce qui nous préoccupe pour de vrai. Il y a justement dans la problématique des détournements de fonds, monsieur Lebeau, Emmanuel Lebeau, quelque chose comme ça, qui s'est rendu coupable, en tout cas présumé, d'après les rapports, en tout cas d'après les récits officiels, il s'est rendu coupable d'avoir encaissé à lui seul, sur près d'une décennie, 2130 salaires fictifs. Il y avait une sorte de clergé avec lui, un groupe d'à peu près 250 personnes qui, en 3 mois, entre novembre 2000, je l'ai lu sur Caméra Actu, qui justement percevait de novembre 2017 à janvier 2018, donc en 3 mois, un groupe de 250 personnes qui ont perçu seulement pour eux 2 678 500 000 X francs CFA. Voilà, 2 600 millions pour 250 personnes. Je ne suis pas fort en calcul mental, je vous laisse vous-même faire le décompte de combien ils ont encaissé à ce moment-là. Et le ministre des Finances, en tout cas toute cette bande-là, à la lui Paul Motese, ont eu la charge du dossier pour étouffer la chose et en tout cas donner toujours l'image polie du gouvernement qui se porte bien. Vous avez vu sur Equinox TV, ceux qui ont jeté un coup d'œil avant de venir ici tout à l'heure, le représentant RDPC a sorti quelque chose d'assez amusant. Je n'ai pas envie de parler de son nom ici, mais c'était assez rigolo. La République exemplaire en construction. Il y a des gens en 2019, pendant qu'on nous dit que le président Mamadou Mota a perdu beaucoup de sang et a le bras fracturé, pendant que la femme d'Albert Zangan est encore en prison actuellement, pendant que des gens se font traîner dans la boue des étudiants par les forces de l'ordre qui malheureusement créent le désordre, pendant que les gens se font incarcérer sur des mandats de dépôt et pendant que les gens qui sont censés être détenus à titre préventif ont 2, 3, 4 mois, 1 an, 2 ans en prison, on nous dit que le Cameroun est une république exemplaire de construction. Qu'est-ce qu'on va dire de la Norvège où les prisonniers ont le Wi-Fi dans leurs cellules? Si le Cameroun est une république exemplaire de construction, alors qu'on doit déféquer dans des seaux à Kondengui et manger avec ces mêmes mains-là, sans avoir la possibilité de se laisser être lavé, que diront les Norvégiens? On te fracture le bras parce que tu as marché. En Norvège, Anders Breivik, celui qui avait assassiné près de 70 personnes sur l'île de Toya en 2012, s'était plaint qu'il n'avait pas de Wi-Fi. Lui aussi, il voulait le Wi-Fi dans ses cellules. Vous avez un meurtrier en série qui a même la possibilité de demander le Wi-Fi, si elle se demandait en quoi consiste sa punition au juste parce qu'il est en prison, mais c'est bien une petite chambre, très bien, comme une chambre d'étudiant, avec des livres, avec un lit, bref, tout se passe très bien, il a même une salle de sport où il peut s'exercer, même s'il le fait seul, mais en tout cas, il vit bien mieux que beaucoup de personnes qui sont en liberté actuellement au Cameroun. Donc, ce Cameroun-là est une république exemplaire de construction pendant que la Norvège est je ne sais pas trop quoi. Voilà, comme je vous disais, la stratégie du gang de malfrats. Détourner des véritables problématiques et vous amener dans des sentiers qui n'ont aucun sens, comme ces problématiques du meeting de Bafoussam. L'Ouest tourne le dos à Kamto. Voilà le problème actuellement. L'Ouest tourne le dos à Kamto. Une petite fille de 4 mois s'est fait ouvrir le crâne. Un fonctionnaire enseignant d'histoire, de sciences, je ne sais plus trop, a vu sa tête qui roulait Yabamenda comme un morceau de caillou. Les gens s'entretuent des deux côtés et on trouve que non, il n'est pas nécessaire de s'asseoir sur la question anglophone. Concentrons-nous simplement sur le fait que l'Ouest tourne le dos à Maurice Kamto. C'est le plus important actuellement, c'est le plus essentiel. C'est pour ça que le gouvernement se réunit sur cette problématique. Et donc,
Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il fonctionne, la fameuse république malfaisante du Cameroun. Et le deuxième objectif, justement, c'est de, je l'ai expliqué en fait en introduction tout à l'heure, c'est de transposer sur vous le reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes. Je suis tribaliste, donc je dis que vous êtes tribaliste. Quand vous voyez, il y a des chaînes de télé au Cameroun où vous avez, je le dis ouvertement, où vous avez la plupart du temps, ce sont des bêtis. Je suis et quand Betty, fan du centre, alors je peux le dire sans sourciller. Une chaîne qui regroupe des bêtis sur son plateau pour parler mal des Bamileke. Donc une chaîne qui met un plateau tribaliste à outrance pour dire des autres qu'ils sont tribalistes. Mais mettez un plateau équitable, invitez trois, si vous voulez discuter des tribus, invitez une personne par tribu, prenez peut-être les 4 principaux groupes ethniques, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a les Douala, le groupe Bamileke, quel qu'il soit. Le groupe du centre, le groupe fan du centre, et je sais pas, le groupe nordiste, prenez comme ça. 4 entités comme ça, ou encore le groupe anglophone, 5 entités, prenez-les et maintenant discutez, voilà. Qui a fait quoi, ne restez pas entre vous en vous donnant l'illusion que vous avez raison, en disant voilà, ces gens-là, ces tribalistes-là, non, c'est vous qui êtes tribaliste à présent. Parce qu'on ne fait pas de procès d'intention à quelqu'un en matérialisant exactement ce qu'on prétend lui reprocher. Et ils en ont envoyé beaucoup comme ça. Ils ont envoyé un Betty qui a écumé les plateaux télé en traitant d'autres de sectes baramiques, de zélotes tontinards, des insultes comme ça, bien habillés dans une grandiloquence idiote pour faire croire que non, ce n'est pas en fait de l'insulte. C'est comme un autre Betty qui dit sur le plateau non, je n'insulte pas, c'est un jeu de mots, ou un autre Betty qui va dire sur le plateau, vous savez, Jésus-Christ a eu besoin de raser un peuple pour se constituer un autre. Et après on prend un autre qui n'est pas Betty, mais comme on lui donne des fonctions régaliennes, on l'amène sur le plateau pour qu'il donne l'illusion d'objectivité, mais il fallait qu'il le fasse avant d'être ministre, entre guillemets, parce que ministre parfois rime avec sinistre. C'est un véritable sinistre humain auquel nous avons affaire dans cette république exemplaire de construction. On a des véritables clones de Pinocchio dans le gouvernement. Donc, on va dire, comme on a dit que Jésus avait rasé des dieux, je sais pas, avait rasé un peuple pour créer un autre, on va dire là-bas que Hitler a rasé un peuple pour justement épurer les juifs de leur arrogance. Voilà les références des gens. Sodome et Gomorrhe, Adolf Hitler, il faut, voilà la République en construction. Dieu a rasé un peuple, Sodome et Gomorrhe, on a brûlé. Hitler aussi a rasé les camps de concentration, le feu, en fait, le feu comme le parti qu'ils soutiennent, les flammes, en tout cas le feu, ils veulent tout brûler, c'est pour ça que tout brûle actuellement, même si on vous dit que les brûleurs sont ceux qui ont marché et qu'après on va torturer. C'est ça le deuxième objectif, ils utilisent la méthode du reflet, mettre sur vous ce qu'ils sont vraiment. Donc, évidemment, la violence n'engendrant que la violence, il y a des brebis galeuses partout. C'est pour ça, comme j'ai dit, je ne me sens pas plus proche d'une ethnie qu'une autre. Vous allez trouver des Bamileke idiots et foncièrement tribalistes qui ne vont d'ailleurs pas le cacher, comme vous allez trouver des Bolos, des Bassa, des Bafang, des Topuru, des Mondans, tout aussi idiots, qui pensent que pour faire valoir l'intelligence, il faut dire que les autres sont des sous-hommes, il faut déshumaniser en fait l'autre. C'est une façon, en tout cas c'est une façon de, c'est-à-dire c'est une façon de, pour eux, c'est une sorte de philosophie de vie. Et l'avantage quand on est devenu imperméable à la honte, c'est qu'on peut dire certaines choses comme ça sans être gêné et se croire intelligent. Après, on peut répéter une stupidité à outrance et penser qu'on a raison. Comme la fameuse Annerie sur la République exemplaire de construction. Tu as envie de demander à cet individu, mais quand tu te regardes au miroir, tu penses ce que tu viens de dire. J'ai un grand respect. Je suis très jaloux, en général je ne le suis pas, mais je suis très jaloux des RDPcistes. Et là je n'ai pas honte de le dire, puisqu'il faut parler de... Je suis très jaloux de... Et ce n'est pas une façon de parler, je suis vraiment très jaloux. Parce que moi j'ai honte plusieurs fois dans ma vie, j'ai même honte plusieurs fois par jour. Il y a des erreurs que j'ai commises dans ma vie, comme tout le monde d'ailleurs, que j'aimerais bien balayer. C'est-à-dire si je pouvais remonter le temps, je me dis non, je n'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça autrement. Il y a des souvenirs, quand ils me reviennent en mémoire, je me dis oh là là, c'était totalement embarrassant, oh là là, vraiment, je n'aimerais pas, il y a des choses que j'ai faites où je me dis oh, pourvu que ça ne se sache pas. Il est en fait comme tout être humain. À la différence de certains êtres humains, ceux-là, la honte chez moi existe encore. Chez eux, il y a une sorte de turn-off
C'est-à-dire, il y a une sorte de turn-off qu'ils ont appuyé, et du coup, c'est turn-off. Vous pouvez parler avec un RDPciste pendant 8 jours. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet. Il peut vous dire que mon t-shirt est vert et maintenir son avis 8 jours plus tard, jusqu'à vous amener même à douter de la blancheur de ce t-shirt. Parce qu'il vous aura dit non, le t-shirt est vert. Et il y tient, même si c'est blanc. Quels que soient les tests qu'on aura effectués, vous dire non, il est blanc. C'est pour ça qu'on vous parle de République exemplaire de construction quand les femmes de ménage sont en prison, quand on amène des faux en prison. C'est possible uniquement. Mon prof de maths au collège disait si et seulement si. Non, il disait même si et si seulement si on est imperméable à la honte. Et c'est ce à quoi nous avons affaire actuellement. Et après, il y a une raison bonus, si vous voulez, parce qu'il y a deux principales raisons des tribalistes d'État. Il y a une raison bonus qui consiste à... En fait, ils le font pour dédouaner totalement, et en tout cas, tourner le regard des gens de l'autre côté, plutôt que de les laisser regarder le coupable en chef. En l'occurrence, ici, c'est Paul Biya. Bien sûr, il prétend être le président de la République, et pour les RDPcistes, il est garant de tout ce qui est bien au Cameroun, donc il faut qu'il soit en mesure de supporter et d'assumer aussi qu'il est garant de tout ce qui ne se passe pas bien au Cameroun. Donc, s'il y a ces problématiques tribales, c'est parce que l'architecte en chef y concourt. Et l'architecte en chef, quelle est la problématique que nous avons actuellement avec l'architecte en chef? C'est que, je ne sais pas, peut-être je l'ai fait le matin, je ne sais pas si vous y êtes allé. Il y a eu la mutinerie, enfin, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça mutinerie. Mutinerie, c'est quand ça vient justement d'un corps du service public, les fonctionnaires ou les militaires de l'armée qui sont censés obéir à des ordres régaliens de manière hiérarchique administrative et qui décident de ne plus le faire. Par exemple, quand on dit à un militaire tire sur tel, il se mutine en disant non, je ne vais pas lui tirer dessus, je ne vais pas faire ça. Donc en tout cas, malgré avec tout ce qui s'est passé, justement l'actualité brûlante de l'heure, le refus de dialogue, l'exacerbation des tensions et la propagation du tribalisme à outrance, il n'y a pas un statement de Paul Biya, il ne fait pas de sortie, en fait c'est comme si on lui a interdit la parole, il ne sort pas, c'est un président fantôme. Bon, les Camerounais trouvent ça normal, nous on vit dans des pays où tu es dans l'embouteillage avec la chancelière, elle passe et après vous reprenez, vous continuez à rouler, parfois même, enfin elle passe et supporte l'embouteillage avec vous en plein Berlin. Le pays le plus puissant d'Europe, 4 000 milliards de dollars, produit intérieur brut de l'Allemagne. Le Cameroun, 30 milliards de dollars. La fortune du Cameroun est 3 fois inférieure à celle de Bill Gates, à lui tout seul. Mais le président d'un pays comme celui-là se prend pour un demi-dieu, il ne vous parle pas. Et quand vous voulez lui parler, comme dans les articles que j'écris sur lettres à Paul Biya, on me demande tu es qui pour parler à Paul Biya. Donc, il ne vous parle pas, et après vous ne devez pas lui parler aussi. C'est Dieu qui vous gouverne. En fait, le Cameroun est une théocratie. C'est-à-dire, c'est une théocratie en sous des oripeaux de république. Donc, Paul Biya, qui ne parle pas, parle quand même sur Facebook. Et je crois que c'était hier, en jetant un œil sur sa page Facebook, il était en train de parler d'un accord qui a été ratifié le 15 août 1996 à La Haye, aux Pays-Bas. Tenez-vous tranquille et ne riez pas. C'est l'accord pour la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique-Asie, quelque chose comme ça. Accord sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Europe-Asie ou Afrique-Asie, je ne sais plus. En tout cas, quelque chose dans ce sens. Je ne sais pas combien de Camerounais sont préoccupés par les oiseaux d'eau migrateurs. En fait, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je veux dire, ça parle à qui, oiseaux d'eau migrateurs? Nous avons un contexte politique assez compliqué et le président prend Facebook pour dire que voilà, nous allons maintenant parler de l'accord des... En fait, il est déconnecté, il n'est pas là. C'est-à-dire, j'ai fait dire Ferdinand Ngongo pour parler de la page Facebook, mais disons Paul Biya. Accordons-lui le bénéfice du doute, ou le maléfice du doute si vous voulez. La protection des oiseaux migrateurs est donc devenue la principale préoccupation du Cameroun actuellement. Quand les humains ont les bras fracturés, ils sont couverts de sang, déportés vers des destinations inconnues, c'est peut-être écrit dans les lois. Quand il y a mutinerie en prison, prenez celui que la foule a acclamé pendant qu'il appelait à de meilleures conditions de traitement des prisonniers, amenez-les là où on ne sait pas pendant 3 jours, torturez-le et ramenez-le dans une audience avec des fractures et des lésions. Absolument partout, c'est ce que la loi dit. On est dans la République exemplaire de construction. Donc, comme c'est dans la loi, on peut donc penser à autre chose, notamment la conservation des oiseaux d'eau migrateurs. Ça nous ramène au volet suivant que je voulais développer tout à l'heure, le mépris d'État. C'est-à-dire, c'est
c'est le corollaire du tribalisme d'État. Le mépris d'État, ça veut dire le législateur écrit quelque chose, mais le tenant du pouvoir se dit qu'il est au-dessus du législateur, il est au-dessus de la loi, il peut donc faire ce qu'il veut. C'est pour ça que vous avez des gens qui se font... Enfin, la prison est devenue prison rime avec Armageddon. La preuve, vos compatriotes vous menacent de la prison parce qu'ils savent que là-bas vous êtes torturés et ils sont contents. Si tu as écrit sur Facebook je n'aime pas Paul Biya, ton frère Camerounais te dit viens au Cameroun, ce sera Kondengui direct. Et il est content qu'on va te torturer à Kondengui parce que toi tu as écrit je n'aime pas Paul Biya. Donc le fait que tu aies écrit je n'aime pas Paul Biya est le plus gros délit actuellement. Ça justifie que on te brise le bras en prison. Ça justifie qu'on te pose les rangers, des militaires sur la tête. Tu es le plus grand criminel du Cameroun. C'est lui qui a volé quelques milliards. Lui ça va, parfois ils sont dans des suites dorées quand ils sont en prison. Parfois ils ne sont même pas en prison. Et voilà, ils sont libres, ils sont totalement dehors, ils n'ont pas de problème, ils vaquent à leurs occupations. Mais toi, comme tu as utilisé Facebook pour faire valoir ta pensée, parce qu'il fallait aimer Paul Biya par obligation, et que toi, malheureusement, tu n'aimes pas Paul Biya, on te dit tu as mérité d'aller te faire torturer. Voilà comment on a transformé tout un peuple en monstre. Les Camerounais ne savent plus, ils ont perdu toute humanité pour justement des stupides questions de tribu et de pouvoir qui nous désavantage tous, nous allons voir dans un instant les deux seules tribus qu'il y a au Cameroun et chacun va faire en son âme et conscience l'analyse de sa propre situation. Est-ce que je suis de cette tribu-là ou de l'autre? Parce qu'il n'y a pas de tribu intermédiaire, désolé. Il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Il y a une tribu au-dessus, une tribu à côté qui se fait écraser. Donc, le mépris d'État se matérialise par la banalisation de la violence, l'expression exagérée de la force, simplement parce qu'on a la force et donc on martyrise celui qui lui n'a pas la force et on croit qu'il a tort. Vous imaginez, vous arrivez aujourd'hui, vous vivez en Europe, supposez. Prenons un élément de la brigade anti-Sardinard ou même Wilfried et Kanga, parce que je ne sais pas, peut-être que moi aussi je suis certainement dans la fiche S du camp des terroristes qui veulent déstabiliser le Cameroun parce qu'ils écrivent sur Facebook je n'aime pas Paul Biya. Donc j'arrive à l'aéroport Yaoundé-Nsimalen, on dit monsieur suivez-nous, on vous met dans le fourgon, on vous amène au CED ou à Kondengui ou je ne sais pas, dans une destination inconnue comme ils ont l'habitude de faire. On vous torture, on vous tabasse, on vous maltraite, on vous brise quelque chose, peut-être même on vous tue. Et celui qui vous a fait ça est convaincu que lui, il est dans le vrai. Mais si on mesure maintenant la gravité des forfaits, dans une logique rationnelle où les forces sont équivalentes, l'un a écrit sur Facebook « Je ne t'aime pas », l'autre a dépensé pendant 4 mois en moyenne par an sur 37 ans, 40 000 francs suisses pour un étage, pour une suite entière, et par extension, un étage entier dans un hôtel en Suisse, en plus d'avoir à louer les parkings d'avions, sur un aéroport aussi cher que celui de Genève contraint. La Suisse est le pays en Europe avec le Luxembourg et le Liechtenstein au niveau de vie le plus élevé. Le prix moyen, le salaire moyen d'un Suisse par an est de 80 000 €. C'est supérieur par 2 fois au salaire d'un Français et 1 fois et demi au salaire moyen d'un Allemand. 80 000 €. Sauf que vous avez un Cameroun et le Cameroun qui est, selon les chiffres de la Banque mondiale, à la 98e place sur à peu près 154 pays, des nations les plus industrialisées, en tout cas les plus pauvres du monde. Il est presque donc il est dans les 100 derniers. Enfin, il est 98, on est même gentil, en fonction de certains rankings, il est 105e ou 110e sur à peu près 150 pays. Et voilà, lui, le président de ce pays-là, qui est parmi les tout derniers, se permet de dépenser en 2 jours ce qu'un Suisse dépense en 6 mois. C'est-à-dire 20 000 €, enfin, pardon, ce qu'un Suisse dépense en 1 an. Ouais, c'est-à-dire carrément en 1 nuit, ce qu'un Suisse dépense en 6 mois. Oui, un Camerounais dépense en 1 nuit, 24 heures, ce qu'un Suisse dépense en 30 fois 24 heures, enfin, pardon, 30 fois 24 heures fois 6. C'est-à-dire c'est assez exceptionnel. Mais comme c'est celui qui dépense des sommes faramineuses qui a la force policière, lui il vous tabasse parce que vous avez écrit « Je n'aime pas Paul Biya » et il se donne l'illusion qu'il a raison. Voilà comment fonctionne le Cameroun. C'est la fameuse loi du plus fort dont parlent les gens de La Fontaine
dans la fable du loup et de l'agneau, ou même dans le corbeau et le renard, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, dans la parabole du loup et l'agneau, un agneau s'est désaltéré dans un ruisseau, et après le loup vient, le loup commence à parler avec lui, le loup dit bon, faut que je te mange, etc. L'agneau dit non, tu peux pas me manger, voilà, ils argumentent. Mais à un moment donné, le loup n'a pas vraiment de raison de manger l'agneau, parce que les arguments de l'agneau sont convaincants. Bon, soudain le loup décide, je te prends, je t'amène avec moi et je te mange tout simplement, sans autre forme de procès. C'est ça la loi du plus fort. Il ne cherche pas à savoir si vous avez raison ou pas. C'est l'ADN d'un état barbare, c'est la signification même de l'état sauvage. Ce n'est pas parce que vous avez raison ou tort que vous êtes d'un côté ou d'un autre. Le même Jean de La Fontaine disait, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous diront blanc ou noir. Donc au Cameroun, c'est en fait ça. Comme tu n'as pas le pouvoir, comme tu n'as pas un nom, tu n'as pas un frère quelque part, tu n'as pas la police à tes côtés, même si tu as volé une brouette, on va te brûler. Mais quand tu as la police à tes côtés, bon, tu peux prendre le budget de l'État et y aller te pavaner avec en séjour privé, il n'y a pas de problème, ça va, c'est même pardonnable, c'est tout à fait excusable. C'est comme ça, c'est sur ces paradigmes idiots et hideux que fonctionne le Cameroun. Donc, c'est-à-dire c'est dans la logique, c'est dans la logique, c'est la logique dans laquelle fonctionnent ceux qui prétendent aujourd'hui détenir le pouvoir. C'est le mépris d'État, là, ce mépris exacerbé. Et comme on était en train de parler des deux principales tribus, je voulais dire, attention, ne pensez pas, ou du moins ne pensez plus qu'il y a deux tribus au Cameroun et que les uns bénéficient de quoi que ce soit par rapport aux autres. Tu t'appelles peut-être Ondwa, Vondo, Benga. En fait, j'ai déjà vu, il y a beaucoup de tribalistes qui commentent ce live et qui sont en train d'écrire beaucoup de choses. Rassurez-vous, je sais ce que je ferai de vous à la fin. Tous ces tribalistes-là dont pensent que, bon, comme il y a un Bimvondo au pouvoir et que je m'appelle, je suis un Ekang aussi qui s'appelle Ekanga ou Abanda ou Ilundu ou Vondo ou Vogo. Mais j'ai le pouvoir, c'est-à-dire ça, vraiment, le pouvoir, c'est d'Amérique, là, ils n'auront rien. Non, faites un examen de conscience et regardez ceci. Les seules tribus au Cameroun sont, avec des nuances évidemment, la tribu d'un peuple indigné, un, contre une élite indigne, deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Le peuple indigné contre l'élite indigne. Si tu n'es pas de l'élite, oublie. Ce n'est pas parce que ton cousin député t'a donné 100 000 francs hier, avec lesquels tu vas te pavaner pendant une semaine, que tu vas croire que tu sers à quelque chose. Même si c'est 20 millions, 50 millions, je sais pas, qu'on te donne, ça finira par s'épuiser un jour. Et tu te rends compte que non, tu n'avais pas accès à la manne infinie à laquelle eux ont accès, les sources inépuisables de la vente du pétrole et de nos ressources naturelles qui devient leur compte privé et qui font qu'ils peuvent se sucrer à vie. Si tu n'es pas de cette élite-là, tu es hors sujet. Si tu penses que tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir. Pourquoi moi, le bêtise, je considère que non, nous n'avons pas le pouvoir. La population n'a pas le pouvoir. On vous dit, vous avez le pouvoir, le peuple est souverain, mais on ne fait rien dans votre sens. Vous voulez marcher, tant que le slogan n'est pas Paul Biya, Ayop Paul Biya, bravo Paul Biya, félicitations, tant que ce n'est pas une motion de soutien, on décrète que vous troublez l'ordre public. Parce que c'est le fait de paralyser la circulation pendant 2-3 heures. Pour quelqu'un qui va passer pendant 10 minutes, ça ce n'est pas le trouble à l'économie, ce n'est pas le ralentissement de l'activité économico-financière d'un pays. Non, là-bas c'est plutôt une très bonne chose parce que c'est le tenant du pouvoir qui le mène. Non, voilà le mépris d'État. Et maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, regardez bien. Le seul, c'est-à-dire quand vous regardez Paul Biya, ce n'est pas comme s'il n'a mis que les Bamileke en prison parce que les bêtis ont le pouvoir. Lorsque vous êtes de l'élite, vous êtes tranquille. Lorsque vous êtes de la population, vous êtes piétiné. Maintenant, si vous êtes de l'élite, quelle que soit votre tribu, arrangez-vous simplement à ne pas vouloir prendre à Paul Biya son pouvoir, parce qu'il trouvera une raison de vous mettre en prison. Que vous ayez marché au pain, que vous ayez cassé les ambassades ou pas, comme on n'arrête pas de coller Yamoreuse Kanto, que vous ayez brûlé Kondengui ou pas, comme on le colle à Mamadou Mota, que vous ayez fait quoi, tenter de déstabiliser le Cameroun, financer les anglophones comme Ndenga ou pas, a priori, vous serez incarcéré de toute façon. C'est pour ça que, partant de ce cher Aïssi Modo, en passant par Marafa Amidou Yaya, ou encore Titus Edjoa, ou encore
justement Edgar Allan Bengo ou maintenant Maurice Campo, vous voyez que toutes les tribus plus ou moins sont représentées. Titus Ejwa, il n'est pas Bamileke, il n'est pas nordiste. Marafa Amidou Yaya, il n'est pas Bamileke, il n'est pas sudiste. Maurice Campo, il n'est pas nordiste, il n'est pas Banto, il n'est pas Betty, en tout cas. Et donc, tous ces gens-là sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont osé dire à Paul Biya que non, à partir de maintenant, ton tournant, ta chaise m'appartient. Ça, il ne le faut jamais. C'est à ce moment-là que vous comprenez que quelle que soit votre tribu, je suis désolé, vous serez de toute façon liquidé. Si on ne vous tue pas, on vous incarcérera. Maintenant, vous pouvez être de l'élite. Quand vous chantez les louanges de Paul Biya, tout va bien. C'est pour ça que vous avez Atang Ganji qui vient de la zone anglophone et qui peut faire tout l'étalage de son manque d'intelligence en allant contredire son premier ministre à la télévision. Bon, c'était en fait ça l'agenda caché, mais bon, il aurait été un peu plus malin et un peu plus subtil, il ne l'a pas fait. Vous pouvez vous appeler Isachi Roma, vous êtes du Nord, certes, mais tant que vous chantez Paul Biya, c'est comme le soleil. Quand il se lève, il brille, il se lève sur tout le monde. Bon, ça va, vous êtes un bon Camerounais. C'est ça le patriotisme, si vous avez remarqué. Le patriotisme, en 2019, c'est aimer Paul Biya. Moi qui n'aime pas Paul Biya, je suis un anti-patriote. Nous voulons déstabiliser le Cameroun. Ils ont créé en Europe une sorte de brigade des patriotes. La brigade des patriotes, ça veut dire la brigade des soutiens de Paul Biya. Maintenant, j'ai envie de poser la question. Si l'un des gars de cette brigade des patriotes décide demain de ne plus soutenir Paul Biya, même s'il ne rejoint pas l'autre brigade, la brigade anti-Sardina, est-ce qu'il devient moins patriote pour autant? Parce que c'est ça qui est rigolo. S'il dit qu'il quitte la brigade des patriotes et qu'il ne soutient plus Paul Biya, on va lui enlever le titre de patriote. Parce que c'est ça la bêtise camerounaise actuelle. Tant que tu soutiens Paul Biya, tu es patriote. Tu es patriote quand tu que tout va bien, le Cameroun va bien, il se développe, on aura bientôt un TGV, les plans triennaux sont en cours, le DGSE a fonctionné, il est en train d'évoluer, oui, et voilà, on est sur la voie de l'émergence. 2035 arrive, Paul Biya sera lui-même là pour inaugurer l'émergence. Il aura 103 ans en 2037, mesdames, en 2035, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, bon, nous attendons dans ce jour avec impatience, nous les fameux patriotes, nous les fameux anti-patriotes qui allons admirer le travail des braves patriotes qui vont développer le Cameroun au nez et à la barbe de ceux qui n'aiment pas le Cameroun comme eux. Voilà donc les véritables formes du tribalisme. Voilà le tribalisme d'État tel qu'institutionnalisé. Il n'a rien à voir avec le tribalisme qui part de l'identité, le tribalisme qui part de la préférence de soi. La préférence de soi, comme je disais en introduction, la tribalité, l'amour de ce que je suis, le Bamileke, le Boulou, le Hondo, le Bafan que je suis, sans discriminer les autres, c'est quelque chose de bien, et parfois la volonté de le conserver sans discriminer l'autre. C'est la problématique qui s'est passée dans le livre de Cheikh Hamidou Khan qu'il a écrit en 1961, L'aventure ambiguë, où on se pose la question sur l'école étrangère. Est-ce que ce que nos enfants apprennent à l'école étrangère, est-ce que ce qu'ils perdent en apprenant à l'école étrangère vaut ce qu'ils acquièrent comme connaissance? Fin de citation. C'est-à-dire, c'est la question que l'on se pose au village, la question que la grande royale se pose en voilà. Ce qu'ils perdent vaut-il ce qu'ils apprennent? Bon, l'essence culturelle que nous avons, est-ce que ça vaut la peine de la perdre? Est-ce que ce que nous allons apprendre, ce que le blanc va nous apporter, ce que nous allons acquérir de l'extérieur a la même valeur que ce que nous avons actuellement? Et la même problématique s'est posée dans un film. Si vous regardez, il y a un film très connu, plus ou moins dans les années 80, il est sorti en 1980, le film de James Joyce, Les dieux sont tombés sur la tête, il se passe en Afrique du Sud, et il met un peu en scène la tribu, les Bochman, qui vivent dans enfin, on va dire, le primitif total, entre guillemets, parce que c'est comme ça que nous, les civilisés qui avons les t-shirts et les casquettes, avons appelé ceux qui marchent nus et en cache-sexe. Bon, mais sauf que dans leur vie primitive, eux, quand il tue un animal comme un antilope, l'acteur principal, qui, c'est son nom, il va dire à l'antilope avant de la manger, déjà il la tue pas, il la fait pas souffrir, il lui lance une première flèche qui l'endort, et pendant qu'elle est en train de s'endormir, il lui explique « Je suis désolé, j'ai besoin de ta chair pour nourrir ma famille. » Cela relève du cycle naturel établi par Dieu lui-même, donc il ne fait rien de mal en soi. L'homme est un animal et les animaux se mangent plus ou moins entre eux, et le hasard des choses malheureusement pour les animaux a mis l'homme au-dessus de la chaîne alimentaire. Sauf que ces humains-là, les prétendus primitifs, mangent pour se nourrir. Ils ne mangent pas comme l'homme moderne supposé évolué qui aujourd'hui sont en train
sont en train plutôt de manger pour... sont en train plutôt de manger pour... Enfin, sont en train de tuer pour des raisons autres que les raisons nutritionnelles. Et ils tuent pour se faire plaisir, ils tuent pour se montrer, ils tuent pour le pouvoir. On prend l'exemple des requins, on dit... les requins tuent en moyenne 12 hommes par an dans le monde entier. Or, l'être humain tue en moyenne 11 000 requins par heure. Vous voyez donc que l'homme en fait est un barbare invétéré. Et c'est un peu la problématique que nous avons. Donc, lorsque dans cette tribu Bushman, une bouteille tombe du ciel, comme on dit, les dieux sont tombés sur la tête, le monsieur qui la ramasse, l'homme, ce Bushman-là qui la ramasse, en tout cas je crois que c'est une femme, je ne me souviens plus des détails du film, se rend compte qu'en écrasant, c'est plus facile que la pierre parce que l'objet est rigide, ça permet d'écraser les aliments et tout, donc c'est un bon matériau. Et l'objet fait sensation au village, ça sert même parfois de sifflet, et donc l'objet devient très convoité au village où il devient la source de conflit, la source de bagarre, parce que chacun veut l'obtenir, chacun veut l'acquérir, et ça crée un conflit. La même question se repose donc, est-ce que ce qu'on acquiert de l'autre vaut ce que nous perdons? Est-ce que le fait d'avoir la pierre, d'avoir la pierre n'était pas mieux peut-être que le fait d'avoir maintenant une bouteille certes plus solide, mais qui nous apporte plus de problèmes? Donc voilà, c'est un peu ça la diversité, l'acceptation de soi-même, et la volonté de conserver et de ne pas s'immerger par assimilation dans l'autre. Or, le tribalisme d'État, lui, c'est la culture de la haine de son vis-à-vis parce qu'on veut conserver le pouvoir et la volonté de lui faire croire qu'il a le pouvoir alors qu'en fait, on se sucre sur son dos. C'est cela actuellement au Cameroun et rien que. C'est donc ce qui a amené, comme je vous ai dit, la phrase, c'est ce qui a amené le professeur Maurice Kamto à poser les questions au Conseil constitutionnel. Faut-il un concours pour être boulot? Et la mauvaise foi des roublards comme Grégoire Oona, ministre prétendument du travail dans un pays où le secteur informel il y a 80% de la population, 90 même, il vient dire qu'est-ce que ça vient faire ici, comme s'il n'avait pas compris. S'il n'avait pas compris cela, c'est qu'il n'a rien à faire au gouvernement parce qu'il faut être un peu plus intelligent que ça. Vous avez des gens qui vous disent nous les bêtis, nous avons le pouvoir. Après Paul Biya, c'est Paul Biya. Vous avez des gens qui, dans les administrations, ont carrément ethnicisé tout un boulot. C'est comme une famille. Même certaines représentations diplomatiques à l'étranger, vous entrez quelque part, je sais pas, une ambassade, en tout cas un consulat, quelque chose à l'étranger, vous vous rendez compte, ou au pays, à Yaoundé, dans les grandes villes, vous vous rendez compte que c'est, voilà, vous êtes en terre étrangère, parce que les gens ne parlent pas avec vous en français, ils se mettent à chuchoter entre eux dans leur langue, ils vous regardent, ils rigolent, ils vous mettent archi mal à l'aise, comme si vous n'aviez rien à faire là. Or, ils sont fonctionnaires chargés de vous servir. Et à ce moment-là, vous vous posez la question, mais si ces gens-là ont justement tribalisé la fonction publique à plus de 50%, si ces gens-là disent à la télé, sur les plateaux partout, après Paul Biya, c'est Paul Biya, nous avons le pouvoir, nous les Ewondo, c'est normal que je me dise, mais moi qui ne suis donc pas Ewondo, qui ne suis pas Bolo, comment je fais alors pour avoir le pouvoir? Je croyais que c'était un droit, je croyais que j'étais un Camerounais comme tout le monde qui a le droit au pouvoir. Voilà la question que Maurice Kamto pose dans ce jour-là, après justement que les élections aient été entourloupées avec, vous avez vu tout ce qui s'est passé d'ailleurs aujourd'hui, la plainte a été déposée par Madame Moreira, la chef de Transparency International qui demande, mais ils ont usurpé l'identité de notre organisme, Atanganji et sa bande, l'État du Cameroun, en faisant venir des gens chez eux pour légitimer une tricherie qu'ils avaient déjà ourdie dès le départ. Et Kamto demande alors, bon, puisque vous manipulez tout pour que les boulots et consorts restent au pouvoir, moi aussi j'aimerais bien être boulot si c'est ça la condition. Faut-il un concours pour l'y être? Parce que je pensais qu'on est tous Camerounais et que voilà, je peux aspirer aussi à la fonction publique. Mais comme on a imbécilisé la population, comme on a imbécilisé les citoyens camerounais, vous avez des gens qui, tous les jours, même à la télévision, ils vous disent, ils arrivent à vous dire, c'est Kamto qui a ethnicisé le débat en tribalisant le Conseil constitutionnel. Ils sont incapables de vous justifier en quoi la phrase « Faut-il un concours pour être bolo ?» est une sorte, enfin, est un gage de tribalisme. C'est une question, parce qu'il est entouré d'une administration en majorité, justement, du moins sur la micro-échelle, peut-être que le gouvernement
est constitué de ministres divers, du moins à 50%, mais en tout cas dans la micro-échelle, les principales administrations subsidiaires sont en fait des clergés familiaux. Et donc il pose la question, si vous voulez maintenant tribaliser comme ça une fonction au point de dire que non, de toute façon, vous les Bamileke, vous ne savez pas écrire, vous êtes nuls à l'école, vous ne savez pas gouverner, c'est nous les bêtis qui savons écrire, qui savons parler. Il y en a même qui ont commenté mes articles en disant cela, que regardez comment les bêtis savent écrire, regardez comment les bêtis s'expriment, regardez, les bêtis sont faits pour diriger le pays. Et ils pensaient peut-être que ça me ferait plaisir. Parce que je vais prendre ça comme un compliment, que ah oui, nous les bêtis on sait écrire, j'écris de bons articles parce que je suis bêtis, je parle bien parce que je suis bêtis, bon, on a la gouvernance dans l'ADN, mais non, celui qui a le meilleur projet politique doit gouverner le pays. Je ne veux pas savoir de quelle tribu il vient, je ne me sens pas proche de Paul Biya du tout, du moins du personnage politique, je n'ai rien à faire avec la personne, il ne m'intéresse pas du tout, lui comme sa famille. Donc, Maurice Kamto pose cette question-là. Alors, est-ce qu'il faut un concours pour être boulot? En fait, il est sur la plainte, il est en train de se lamenter, il se pose les questions, mais vous avez tout verrouillé, qu'est-ce que ça veut dire? Je me sens abandonné dans mon propre pays. Je suis Camerounais, mais on me dit que non, le pouvoir c'est pour les bolos. Est-ce que je dois faire un concours alors pour l'être? Voilà les questions qu'il a posées. Voilà l'angle sous lequel il a abordé la chose. Ça aurait dû rester comme ça, mais ça n'a pas été le cas parce qu'il y a des esprits mal intentionnés qui ont transformé ce débat en autre chose, en quelque chose de totalement différent. Maintenant, c'est expliqué. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, vous ne, c'est-à-dire maintenant, maintenant vous avez, la possibilité de vous placer vous-même devant le miroir et de vous poser la question quel est l'élément, la version la plus plausible, ce n'est pas comme s'il l'avait fait cacher, tout le monde était là. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui veut le pouvoir d'aller tribaliser quelque chose alors qu'il est en plein contentieux en train de réclamer la victoire électorale? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il gagnerait à faire ça? Il se plaint donc que ce sont les bêtis, les bolos entre guillemets qui ont le pouvoir. Il est donc dans un clergé constitué de bolos, on va mettre les guillemets, en tout cas de ces bêtis-là. Il dit bon, on est au contentieux, voyons les résultats. Quel intérêt a-t-il là à tribaliser le débat et à se tirer une balle dans le pied? Non. Vous l'avez encore vu lors du débat entre Bibo Nissak et l'autre Pinocchio, qui repart après sur sa page Facebook, qui dit voilà, je vous ai dit, après Biya, c'est Paul Biya. Ils le font tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ce n'est pas ça, ce n'était pas comme ça, c'est ta version, c'est non, ils le font tous les jours. Aujourd'hui encore, des gens vous disent, après Biya, c'est Biya. Aujourd'hui encore, des gens vous disent, non, les bêtis, nous sommes faits pour gouverner. C'est hier que quelqu'un écrivait, j'ai supprimé le commentaire, parce que je n'aime pas ça, ça me rend allergique. C'est hier que quelqu'un écrivait encore sous mon commentaire, vraiment, les bêtis sont excellents dans l'écriture, l'art oratoire et la gouvernance. Bravo, Wilfried, tu es une fierté pour les bêtis. Bref, ce genre de choses. Et donc, voilà ces gens qui sont en train de faire ce genre de choses et qui vous disent oui, comme Toki a posé la question, faut-il un concours pour être boulot? C'est lui le tribaliste? Non, il était simplement en train justement de détribaliser une situation idiote où le pouvoir se transmet de gré à gré par ethnie, par groupe ethnique, par groupe régional, par situation. C'est-à-dire, voilà, même le dernier des imbéciles devrait déjà s'en être rendu compte. Malheureusement, parfois, on est dans une sorte d'imbécilité volontaire, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais voilà, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, quand il dit bolo, ce n'est pas comme s'il parlait de... que celui qui veut comprendre, comprenne. Que celui qui refuse de comprendre ne comprenne pas. La plaidoirie de Kamto, ce n'est pas... Il y a des gens qui disent, je crois que quelqu'un vient d'écrire là un truc du genre, ce n'était pas le moment, mais comme j'ai dit, sortez de l'imbécilité volontaire. Le RDPC veut définir quand les gens marchent, en tout cas le RDPC et ses soutiens, ils veulent définir quand les gens marchent, quand ça l'arrange pas, il dit c'est trouble à l'ordre public. Il veut définir le contenu de vos revendications, il dit non au hold-up électoral, ce n'est pas un motif de revendication. Ils veulent aussi définir les mots que vous utilisez dans votre plaidoirie au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, voilà, on dit non, il ne fallait pas qu'ils disent ça. Mais attends, lorsque Ahmed Ouali, ex-premier ministre, disait
aucun Bamileke ne sera président du Cameroun. Prenez la balance et mesurez les deux expressions. La première est passée comme une lettre à la poste. Vous étiez muet comme le cimetière de Ngosso. Mais maintenant que quelqu'un pose une question en réaction avec ses comportements, en réaction avec ces gens qui disent que lui, le Bamileke, ne sera jamais président, vous dites la question n'avait pas sa place. Sortez de l'imbécilité volontaire et permettez-nous d'économiser de l'énergie. Sortez de là, raisonnez enfin. J'ai dit ce matin, je suis allé faire des courses et j'ai acheté quelques paquets de raisins. Vous voulez, en fait, vous voulez donner les mots aux gens, choisir les jours où ils vont marcher, choisir les mots d'ordre, choisir les revendications, mais c'est incroyable. Soyez, c'est-à-dire, soyez, activez là-haut, ça sert à quelque chose. Le cerveau est là pour cela. Le cerveau est là pour servir. Servez-vous-en. Donc, pour clôturer, parce qu'on ne va pas tergiverser dessus une éternité, en fait, j'ai établi assez les faits. Celui qui veut rester dans l'aveuglement volontaire, qu'il le fasse, bien lui en prend. Mais en tout cas, c'est de cela qu'il s'agit. Et maintenant, je vais terminer, je vais sortir avec le projet justement que j'ai lancé et ça va nous permettre encore de comprendre certaines choses ici. Je vous y invite d'ailleurs pour ceux qui sont au Cameroun, en fait ceux qui n'y sont pas, relayez-le s'il vous plaît. Il est ouvert aux MRCistes, mais ce serait bien si tous les Camerounais en tout cas pouvaient y participer. Ça se passe à l'hôtel Angelina à Douala le 3 août, c'est le projet JIP, Journée d'éducation et d'éveil politique. J'ai demandé à Maître Roland Djou, bon je vais regarder sa réponse là tout à l'heure, d'être l'un des instructeurs. J'ai aussi demandé au génial et très talentueux Serge Eric Joe s'il est libéré de ses activités académiques, s'il peut justement assurer l'instruction parce que j'aurai besoin, enfin c'est une sorte de conférence avec 3-4 instructeurs qui vont justement partager avec les individus présents sur la communication politique. Vous avez vu comment Roland Djou, ébloui par sa classe à la télévision chaque semaine et son capital de connaissances, il va justement recentrer le débat sur la façon dont il faut comporter sur et en dehors des réseaux sociaux, comment résister aux insultes, comment éviter les attaques de personnes, comment éviter de tomber dans la diversion que ceux du système mettent en place pour nous empêcher de discuter des vraies problématiques. La crise des devises, le déficit d'importation du Cameroun, le déficit public dans le budget, les contrats frauduleux avec les entreprises étrangères, la présence de Bolloré fumeuse, on nous parle d'un TGV, les gens ne savent même pas comment le TGV fonctionne. Vous allez construire les caténaires, comment, et les alimenter avec quelle électricité quand vous n'arrivez même pas à fournir l'électricité domestique aux gens. Un TGV en France va à une vitesse de 320 km à l'heure. Vous n'arrivez déjà pas à sortir de Douala en voiture en moins de 3 heures, des embouteillages. Vous voulez construire le TGV, toujours des quais, toujours des programmes toujours hors sujet qui n'ont rien à voir avec ce que le Cameroun a vraiment besoin. On fabrique des maquettes, on envoie, on impressionne, regardez, le président Paul Biya travaille. Pour ne donc pas parler de ces thèmes-là, on vous envoie dans les tribalismes, on vous dit que Kanto est tribaliste, tel est tribaliste, et les tribalistes même de tous bords ne nous facilitent pas encore les choses, parce que comme j'ai dit, les tribalistes viennent absolument partout, c'est-à-dire les Ewondo, les Bolo, les Bassa, les Bafan, c'est-à-dire ils sont, quelle que soit l'identité, quelle que soit l'origine, le tribalisme il est universel et je le condamne totalement. Je ne suis ami d'aucun tribaliste. Le temps, je lis pas les commentaires, mais en tout cas pour ceux qui écrivent dans ce live, bon, je vous invite. Ça ne sert à rien si vous insultez, si vous faites je sais pas trop quoi, je ne lirai pas, je ne vous répondrai pas, je vais simplement supprimer et bloquer. Donc ça ne sert à rien de gaspiller votre encre pour rien. Et voilà. Donc je ne visite jamais les lives des RDPcistes pour les insulter, donc ne venez pas ici, ça ne sert à rien, vous faites du mal à vous-même, parce que bon, je peux même plutôt vous amener à ne plus supporter Paul Biya, vu que mes arguments sont plus solides et plus convaincants que les slogans qu'il vous balance tous les jours, parce qu'il n'a pas de programme politique et il veut embrouiller les esprits avec des gros mots et des grandes choses qui n'existent pas. Donc le projet c'est celui-là. Lorsque j'ai lancé, comme j'ai dit, ce projet JIP, Journée d'assistance et d'éveil politique, comme j'ai dit d'ailleurs dans un article, j'ai vu les RDPcistes venir m'écrire et qui disaient « Oui, Wilfred, vraiment, ces MRCistes-là, ces animaux, vraiment, c'est bien comme tu les réduis. Ils étaient comme une meute de chiens indisciplinés qui insultent, qui se comportent mal. C'est bien de les rééduquer, vraiment, apprenez les bonnes manières. » Ça sous-entend qu'au RDPC, en tout cas, chez ceux qui ne sont pas du MRC, il y a les bonnes manières, ce sont des exemples du savoir-vivre.
curieusement, lorsque vous allez voir les réactions par rapport à la photo de Mamadou Mota, vous pouvez faire le compte du nombre de personnes qui étaient contentes, qui s'est réjoui. Oui, 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 c'est normal. Il a soutenu l'Ambazonie là-bas en prison. Ils ont voulu brûler la prison, renverser le pouvoir depuis la prison. Les instructions sont venues de dehors. Bon, je ne sais même pas pourquoi. Personne n'a encore dit que c'est Kanto qui a mené la révolte de Kondengui. Bon, moi je vous fais alors le scoop. C'est Maurice Kanto qui a lancé la révolte de Kondengui. Donc voilà, c'est pour déstabiliser le... Bref, comme d'habitude, c'est lui. Vous savez qu'il a ça dans l'ADN. Et donc, les mêmes se sont réjouis, comme Maurice Kamto et ses complices ont voulu déstabiliser Kondengui, les mêmes se sont réjouis de voir Maurice Kamto, de voir Mamadou Mota et sa suite avec des chaussures dont on déshumanise. Ils ont été contents de voir un humain déshumanisé comme ça, emprisonné parce qu'il a marché. Parmi les gens qui sont contents, il y en a qui ont volé, qui ont escroqué des centaines de milliers de francs chez des amis, qui ont escroqué la femme du voisin, qui ont escroqué, je sais pas, quelque chose, mais qui sont en liberté et qui trouvent normal que quelqu'un qui a marché se retrouve en prison. Donc, quand je vois les réactions, quand je vois les sourires, quand je vois celui qui a dit sur Equinox TV là actuellement que nous sommes dans une république de construction, alors qu'on lui dit qu'on est en train de torturer des prisonniers et de leur fracturer les bras, je me dis mais... Donc ces gens qui nous disent qu'on a besoin d'éducation, au lieu de prêcher par l'exemple et montrant comment eux ils brillent par leur éducation, montrent en fait qu'ils sont pires que nous. Et ils n'ont pas besoin d'éducation mais d'exorcisme total. Parce qu'on ne se réjouit pas de la barbarie comme ça. Moi je m'offusque de la souffrance de tout le monde. Je ne fais pas de parti pris, je ne suis pas d'un côté comme de l'autre. Si les gens ne voulaient même pas qu'il y ait la crise anglophone, ils accepteraient le All Anglophone Conference. Mais nous demandons la All Anglophone Conference, nous demandons le fameux dialogue national. Et ceux qui disent qu'ils ne veulent pas les morts, eux ils refusent le dialogue national. Donc c'est eux qui veulent que la guerre continue. Et c'est les mêmes qui nous disent, quand un Ambazonien tue un militaire, vous n'êtes pas content. Mais depuis quand? Qui m'a vu me réjouir ou de la mort d'un militaire, ou de la mort du journaliste dont la tête traînait, ou de la mort de la fille qui a été fusillée sur la tête des meilleures personnes? Ce n'est pas les témoignages, les témoins oculaires, la famille et les voisins, tout le monde a témoigné que c'était les forces républicaines qui étaient l'auteur de tout cela. Donc, ils sont en fait plus sauvages que nous, mais ils nous disent que nous on doit aller à l'école. Que oui, on était extrémistes, on était barbares, il fallait éduquer tout le monde. Non, c'est Paul Biya qui doit éduquer totalement tout le monde. Je ne connais pas de plus barbare que ces gens-là. Quand quelqu'un arrive à vous dire que le pays est beau alors que tout le monde souffre parce que lui, il va bien, mais c'est qu'on est tombé dans la folie. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut dératiser toute une zone parce que lui, il a la chance de faire partie de ceux-là qui ont pour l'instant la force régalienne. Souvenez-vous, ça veut dire que le pays ne va pas bien. Souvenez-vous des procès de Nuremberg, où les hyper puissants qui se croyaient intouchables sous Adolf Hitler pensaient que le Cameroun était entre leurs mains et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont été finalement écroués parce que la roue a tourné après la Deuxième Guerre mondiale. Certains ont fui en Afrique du Sud, d'autres ont fui aux États-Unis, certains en Hollande, partout. C'est en Afrique du Sud, vous allez trouver des noms allemands. En Namibie, vous allez trouver des Allemands partout. Beaucoup ont fui sur justement la problématique du nazisme. Beaucoup actuellement fuiront. Les exilés d'aujourd'hui ne seront pas les exilés de demain. Les exilés d'aujourd'hui seront peut-être ceux qui tiendront le pouvoir demain. Égard à ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, personne ne leur fera rien, mais leur propre conscience, parce qu'elle va revenir. Ils ont beau faire semblant actuellement, ils ont beau ne pas avoir honte actuellement, mais l'instinct de survie c'est automatique. Même un bébé, quand vous le lâchez, il tend à s'accrocher parce qu'il sent la chute libre, il sent la pesante, il sent la gravité et il a tiré vers le sol. Il s'accroche, il ne veut pas tomber, c'est automatique. L'instinct de survie quand ils perdront le pouvoir sera pour ces gens-là de quitter le Cameroun et d'aller se réfugier ailleurs pour ne plus jamais y revenir. C'est eux qui le feront, on ne va même pas les chasser. Donc faites très attention, la roue tourne très vite, beaucoup plus vite que vous ne le pensez vous-même. Dans une guerre, il n'y a pas de bon ou de méchant. Le bon, c'est celui qui gagne la guerre. Vous jouez le rôle des bons aujourd'hui parce que c'est vous qui utilisez la police et tabassez tout le monde. Le jour où la force policière ne sera plus entre vos mains, vous comprendrez que non, vous étiez les méchants depuis le début. Tout était une simple question de rapport de force. Donc, je vous y invite, tout le monde,
ce seront les MRC qui vont vous instruire, mais ayez l'humilité, prenez sur vous et allez y apprendre. Allez y apprendre la leçon du savoir-vivre, du vivre ensemble. Et si vous voulez insulter quelqu'un ou faire de la caricature, justifiez-le. Il y a une particularité avec mes articles, et je l'ai encore dit, quand j'appelle la bande d'Abia le gang de malfrats, je justifie. Je dis ils ont volé, ils ont fixé une autoroute 44 km à 9 milliards de dollars. Enfin 9 km à 44 milliards de dollars. C'est de l'escroquerie, je suis désolé, c'est-à-dire c'est simplement de l'escroquerie, voilà, il y a rien à faire, c'est de l'escroquerie, donc c'est un gang de malfrats, c'est comme ça, on n'y peut rien, voilà. Donc, avant de conclure et avant de vous y inviter, je vais faire une parenthèse sur celui-là qui veut se faire remarquer. Je vais un peu lire un commentaire. Bouzou Zantibar, tu parles bien comme les génocidaires autour qui voulaient se faire passer pour des victimes et on connaît la suite. Vous voyez, celui qui dit ça, ce n'est pas... C'est encore un biaïste qui ne veut pas s'assumer. Ce sont la plupart du temps les faux profils. Je suis content de parler bien. Je sais que tu viens du Cameroun où on a développé le culte de la médiocrité et où c'est bien de parler mal. Tu préfères peut-être la façon dont Paul Biya s'exprime. Aucune éloquence, aucune classe, aucun rien, avec une voix qui est morte quelque part dans la trachée. Je suis désolé. Je préfère parler bien. C'est agréable à entendre. Et les génocidaires autour ne parlaient ni bien ni mal. C'est une simple radio, la RTLM, la radio-télévision libre des 1000 collines, qu'on a laissé diffuser de la barbarie, un peu comme certaines télévisions actuellement diffusent de la barbarie actuellement. C'est-à-dire, voilà, je suis désolé, ce n'est que de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, donc, voilà, c'est tout simplement cela. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas lire le reste des commentaires, mais